Dakar, 22h41. La ville vibre dans un murmure. Les klaxons sont devenus des soupirs. Les ruelles brillent sous les néons tremblants et les lampadaires fatigués. La chaleur est tombée, mais l'air reste lourd, moite, comme si le ciel lui-même transpirait des secrets. Ousmane trace sur sa moto, casque à moitié fermé, écouteurs vissés dans les oreilles. Il vient de terminer une course à Sacré-Cœur et son application clignote déjà. Livraison urgente, villa numéro 12, rue Faidherbe, Mermoz, résidentielle. Rien d'inhabituel, si ce n'est l'heure et l'adresse. Ce quartier-là, il y va rarement. Trop calme, trop riche, trop silencieux. Et les clients, souvent, bizarres. Soit il ne parle pas, soit il parle trop, mais il n'a pas le choix. Chaque course est un ticket de survie. Il roule vite, le vent fouette ses joues. Dakar la nuit, c'est un film noir en temps réel. Des silhouettes glissent dans les rues comme des souvenirs. Des vendeurs de café, des groupes d'hommes adossés au mur, des taxis sans phare, et Ousmane filant comme une ombre pressée. Arrivé à la Villa 12, il freine doucement. Grille haute, mur blanc, silence, aucune lumière. Il descend de sa moto, vérifie le paquet, petit carton noir scellé sans nom d'expéditeur, il appuie sur la sonnette. Silence. Il appuie une deuxième fois. La grille s'ouvre lentement, sans bruit. C'est elle. Une femme, jande, peau d'ambre claire, cheveux attachés sous un foulard de soie. Elle ne dit rien. Juste un regard, puis un sourire. Un sourire, doux, profond, presque triste. Elle tend la main, prend le colis, le serre contre elle. Ousmane, paralysé, ne trouve rien à dire. Il balbutie un « bonne soirée, madame », mais elle a déjà tourné les talons. La grille se referme derrière elle comme une fin de chapitre. Il remonte sur sa moto, mais reste immobile. Ce sourire, ce regard, il a l'impression qu'on vient de lui voler quelque chose sans même le toucher. Il rentre chez lui avec ce visage imprimé dans la tête. Vendredi, Ousmane retourne au même endroit, sans livraison cette fois. Juste pour voir. Pour comprendre. Il attend dehors, rien, aucun mouvement. Un homme sort de la villa voisine pour jeter ses ordures. Ousmane l'interpelle. « Bonsoir tonton. La jeune dame qui vit ici, elle s'appelle comment ?» L'homme fronce les sourcils. « Ici ? Mon fils, personne n'habite là. La maison est vide depuis des années. Mais j'ai livré un colis hier soir et une dame. Marem ? Peut-être. Oui. Une grande dame très calme. » L'homme baisse la voix. « Si c'est elle, alors tu l'as vue. » Elle est morte depuis 6 ans. Ousmane rit, rire nerveux, incrédule. Mais cette nuit-là, il ne dormira pas, parce qu'à 3h27 du matin, il reçoit une notification sur son téléphone. Vous avez reçu un pourboire de 1000 FCFA de Marem. Samedi 10h12. Ousmane n'a pas dormi, ses yeux brûlent, ses pensées s'en mêlent. Il a passé la nuit à revoir le visage de Marem dans sa tête, à relire la notification, à vérifier encore et encore s'il avait rêvé. Mais non. Le poids est là. Tracé, enregistré. Et le nom, il ne peut pas se l'expliquer. Pas rationnellement. Il a bien vu cette femme, il lui a parlé, il a entendu sa voix douce comme une promesse. Alors, pourquoi tout le monde dit qu'elle est morte? Il décide d'y retourner. Pas la nuit, cette fois. En plein jour. Peut-être que la lumière mettra fin à l'illusion. 12h30. Mermoz résidentielle. Le soleil écrase les rues silencieuses. Ousmane gare sa moto à distance et approche à pied. Il s'arrête devant la villa numéro 12. Cette fois, la grille est verrouillée par une lourde chaîne rouillée. Le jardin semble à l'abandon. Herbes folles, feuilles sèches, peinture écaillée. Il lève les yeux vers les fenêtres. Fermées. Toutes. Mais derrière l'une d'elles, au 2e étage, un rideau bouge. Quelqu'un le regarde. Il frissonne. Il s'apprête à rebrousser chemin quand un vieux gardien de rue l'interpelle, assis à l'ombre sous un parasol bleu. « Toi là! T'as encore livré ici ?» Ousmane hésite. « Oui, jeudi soir, une femme m'a ouvert. » Le vieux homme plisse les yeux. « Tu l'as vue? Toi aussi ?» Ousmane s'approche lentement. « C'est qui? C'est vraiment Marem ?» Le gardien crache à côté de sa chaise, puis baisse la voix. « Elle vivait ici, il y a longtemps. Une fille seule, très belle. Trop belle. Les gens disaient qu'elle portait la malédiction d'une autre époque, qu'aucun homme qui la regarde plus de 3 fois ne ressort indemne. Il y en a même qui disent qu'elle n'était pas vraiment humaine. » Ousmane fronce les sourcils, ça sent la légende. Et elle est morte comment? On l'a retrouvée dans sa baignoire, aucun signe de blessure, rien. Comme si elle s'était juste endormie, mais l'eau était noire et chaude, très chaude. Même des heures après sa mort, un silence lourd s'installe. Puis le vieux ajoute «
tu ferais mieux de l'oublier. Dimanche 01h04. Ousmane est chez lui. Impossible de dormir. Il a regardé toutes les vidéos possibles sur les fantômes, les apparitions, les djinns amoureux. Rien ne colle, et pourtant, il sent sa présence. Il décide d'ouvrir le colis qu'il avait livré. Car avant de le remettre, il avait pris une photo de l'étiquette par réflexe. Et il s'était arrangé pour trouver le même paquet, livré par erreur dans un dépôt. Le même emballage, le même format, même poids. Il déchire le carton lentement. À l'intérieur, une cassette audio. Une vieille cassette comme celle qu'on écoutait dans les années 90. Pas de nom, pas de titre. Juste une bande vieille, poussiéreuse. Il appelle son ami Malal qui collectionne les vieux lecteurs. Dimanche 01h47. Chez Malal, dans une chambre remplie de vinyles, de radios anciennes, de cassettes classées par couleur, Ousmane place la cassette dans un lecteur. Un cliquetis, une respiration. Et soudain, une voix. Féminine, chaleureuse. Si tu entends ceci, c'est que j'ai traversé la nuit. Ousmane serre les poings. Je t'attendais. Je te vois, même là où tu ne me vois pas. Tu crois m'avoir croisé, mais c'est moi qui t'ai choisi. Malal regarde Ousmane, blême. Ce que tu cherches n'est pas un secret, c'est un piège. Reviens à la villa, la nuit, seul, et tu sauras. La bande s'arrête. Un silence. Puis, une musique lente commence. Une chanson ancienne, wolof, douce, presque maternelle. Une voix de femme qui chante. Kuji Samakan. Qui voit mon regard, voit l'amour. Ousmane se lève lentement, il a froid, très froid, parce qu'au fond de la pièce, derrière lui, il voit un reflet dans le miroir. Un reflet qui n'est pas le sien. Lundi 23h59, le casque est sur la tête. Le casque est sur le moteur tourne. Ousmane n'a pas de livraison, pas d'obligation, pas de raison. Mais il y va, il file à travers les rues de Dakar, vide et tendu comme une corde sur le point de rompre. Les lampadaires clignotent, les trottoirs sont déserts. La ville semble le retenir par les bras, lui chuchoter de ne pas y aller, mais son cœur avance seul. Il sait que ce qu'il fait est insensé. Mais il ne peut plus reculer. Il doit retourner à la villa. Mermoz résidentielle. Devant la villa 12, tout est silencieux. Le portail est toujours enchaîné, mais un détail le fait frissonner. La grille est entr'ouverte, comme si quelqu'un l'attendait. Comme si on avait prévu son retour. Il pousse la porte, entre sans un bruit. Le jardin est baigné dans une lumière bleutée, irréelle, presque liquide. Le vent agite légèrement les branches d'un frangipanier et l'air sent le musc, le jasmin et autre chose. Comme de l'encre. Il avance jusqu'à la porte principale. Elle s'ouvre sans résistance. À l'intérieur, le silence est vivant. Tout est intact. Un salon ancien, meublé comme dans les années 70, bois lourd, tapis rouge, radio à lampe, portrait fané accroché au mur. Mais la poussière ne s'est pas posée ici. Tout est propre, comme si quelqu'un vivait encore là. Et puis il l'entend, la chanson, douce, ancienne, la même que sur la cassette. Kuji Samakan? Ah, Mbegele vient de l'étage. Ousmane monte. Chaque marche craque sous ses pas. Son cœur bat comme un tambour de guerre. Deuxième étage. Porte en chambre. Parfumée. Rideau flottant. Au milieu, une baignoire ancienne posée au sol comme un hôtel, et dedans, de l'eau noire, parfumée, chaude, brumeuse, un contraste absolu avec le reste de la pièce. Ousmane s'avance, une main surgit doucement de l'eau, puis une épaule, un visage. Marem, vivante, belle. Son regard est aussi profond que le silence. « Je savais que tu reviendrais, murmure-t-elle. Ousmane reste figé. Tu m'as suivi sans comprendre, et pourtant, tu es le seul à avoir entendu ma voix. Pourquoi tu crois ? Je voulais savoir si tu étais réel. » Elle sourit. Ce même sourire. Je le suis. Mais pas comme toi, pas dans ce monde tel que tu connais. Ousmane recule. Tu es quoi alors ? Un fantôme ? Un esprit, un piège ? Elle sort entièrement de l'eau. Sa robe lui colle à la peau. Elle s'approche. Je suis un souvenir, une mémoire que personne ne veut garder, une histoire qu'on a étouffée. Mais toi, tu portes le nom qu'il fallait. Tu viens de l'autre côté, même si tu l'as oublié. Ousmane tremble. Quel nom ? Marem lève la main, la pose sur son front. Une vision explose dans son crâne. Des chants, des hommes autour d'un feu, un griot qui parle d'une femme qui ne devait jamais mourir, et un enfant marqué par une promesse. L'enfant, c'est lui. Il tombe à genoux, essoufflé, en sueur. « C'est toi qui m'as appelé ? » « Non, c'est toi qui es né pour me retrouver. »
Elle se penche, son souffle est chaud. Elle murmure à son oreille « Mais attention Ousmane, certains ne veulent pas que je revienne, et maintenant que tu m'as vu, tu ne seras plus jamais invisible. » La porte claque derrière eux. Les lampes s'éteignent. Un vent glacé traverse la maison. Et dans le miroir, au fond de la chambre, Ousmane voit son reflet. Lui aussi changé. Ses yeux deviennent noirs, ses traits se figent. Il voit quelqu'un d'autre en lui. Au même moment, à plusieurs kilomètres de là. Un homme en boubou noir décroche un téléphone dans une pièce sans fenêtre. Il fixe un vieux tableau représentant Marem, les yeux barrés d'un trait de couteau. Il dit « Il l'a retrouvé ». L'éveil a commencé. Mardi, Ousmane s'est réveillé en sursaut. Il est chez lui, allongé sur son lit, vêtu, sec, seul. La lumière de l'aube découpe les contours de la pièce. Les oiseaux chantent, les bus klaxonnent déjà au loin. Mais tout lui semble faux. La villa, Marem, l'eau noire, le miroir. Il se lève, vérifie son téléphone, aucune notification. La cassette a disparu et pourtant, son t-shirt est trempé d'une eau qui sent le musc. 08h20, centre-ville de Dakar. Ousmane erre dans les rues comme un fantôme. Il marche sans but. Il pense à fuir, partir, quitter la ville, mais il sent que c'est déjà trop tard. Quelque chose a changé en lui. Les gens dans la rue le regardent bizarrement. Certains baissent les yeux, d'autres s'écartent. Un mendiant l'approche lentement. Toi, tu l'as vu. Tu l'as entendu. Reviens pas en arrière, mon frère, ou tu vas brûler vivant sans feu. Ousmane s'arrête. Qui es-tu ? Mais le mendiant a déjà disparu dans la foule. 10h03. Quartier Plateau. Ousmane va chez Malal, espérant trouver une explication, mais la chambre est vide. La porte a été forcée, des cassettes éparpillées, le lecteur brisé. Sur le mur, écrit à la craie, on n'écoute pas les morts. 10h46. Commissariat central. Ousmane signale la disparition de son ami. On lui répond qu'aucune plainte n'a été déposée. Mais un des policiers plus âgés le fixe longuement, puis, sans un mot, lui tend un morceau de papier déchiré. Il le lui glisse discrètement. Sur le papier, rue 15, Anne Maristes, institut oublié. « Tu n'as rien vu, et tu ne me connais pas », murmure le policier. 14h12, Anne Maristes. L'institut est un bâtiment abandonné. Façade grise, volet clos, aucune enseigne. Mais dès qu'Ousmane approche, il ressent un frisson, comme si les murs le reconnaissaient. À l'intérieur, silence. Poussière. Livres ouverts sur des pupitres comme si les élèves étaient partis en pleine leçon. Sur une grande table, un carnet. En le feuilletant, il découvre des visages collés. Les portraits d'hommes et de femmes mystérieusement disparus depuis 30 ans. Au milieu, le sien. Collé à l'envers. Daté du 9 juin 2025. Dans 3 jours. Soudain, un bruit. Une voix. Tu n'étais pas censé venir si tôt. Ousmane se retourne brusquement. Un homme âgé se tient devant lui. Long manteau beige, lunettes fumées, regard grave. Je m'appelle Maître Khalil et je t'attends depuis très longtemps. Pourquoi ? Qui êtes-vous ? Et c'est quoi cette histoire ? Je deviens fou ou quoi ? Tu n'es pas fou, tu es éveillé. C'est très différent. Il l'invite à s'asseoir. Marem n'est pas un fantôme, pas une hallucination. C'est une mémoire vivante, une partie d'un ancien rituel interdit. Un pacte. Ce qui t'arrive, ce n'est pas une malédiction. C'est un appel. Et maintenant, tu es au cœur d'une guerre qui dure depuis des décennies. Une guerre entre ceux qui veulent oublier et ceux qui veulent se souvenir. Ousmane tremble. Pourquoi moi ? Khalil lui tend une photo, une vieille image en noir et blanc. On y voit un homme en tenue religieuse, un marabout, entouré de plusieurs hommes. En bas, une inscription « Daïra des veilleurs, fondateur El Hadj Sow, 1957 ». Ton grand-père, le vrai, le fondateur. Celui qui a juré de protéger Marem jusqu'à ce que le monde soit prêt à entendre son histoire. Ousmane recule, bouleversé. Tu mens. Alors pourquoi crois-tu que tu portes son nom ? Pourquoi crois-tu que c'est toi qu'elle a regardé ? Khalil se lève, ouvre un tiroir, sort une clé dorée, ancienne, marquée d'un sigil. Ce soir, retourne à la villa, ouvre la porte cachée derrière le miroir. Ce que tu y trouveras changera tout. Mais attention, il marque une pause. À partir de maintenant, tu ne pourras plus faire confiance à personne. Même pas à Marem. Sur le chemin du retour, Ousmane sent qu'il est suivi. Des silhouettes floues qui apparaissent dans les rétroviseurs, des hommes qui ne parlent pas, qui regardent trop longtemps. Il reçoit un message inconnu. On t'avait prévenu.
Arrête de creuser, ou on la referme, cette tombe. » Le soir tombe, et Ousmane, clé en main, retourne à la villa. Il sait qu'il n'est plus un simple livreur. Il est devenu le dernier veilleur. Mardi 23h16, Ousmane se tient devant la villa 12 pour la 3e fois. Mais cette nuit-là, il n'est plus seulement curieux. Il est lié par le sang, par la clé, par les souvenirs d'un homme qu'il n'a jamais connu mais qu'il porte dans chaque veine. Le quartier est désert. Même les chiens errants évitent le trottoir. Dans sa poche, la clé dorée pèse comme une dette ancienne. Il entre. La grille grince. Le jardin est plongé dans une brume légère comme si la maison respirait. À l'intérieur, le silence est total. Mais il n'a plus peur. Salon. Escalier. 2e étage. Il entre dans la chambre de Marem. Rien n'a bougé. L'air sent encore le jasmin, le miroir est là, grand, ancien, cerclé de bois noir, et maintenant il le voit. Une fine ligne verticale au milieu, à peine visible. Il passe la main. Il passe la main, c'est une porte. Il insère la clé. Un clic, un déclic, puis un souffle. Comme un soupir soulagé, le miroir bascule et s'ouvre. Derrière, un escalier en colimaçon qui descend dans l'ombre. Ousmane allume la lampe torche de son téléphone, il descend lentement. Le silence devient plus épais, plus dense. Des murs de pierre, des inscriptions anciennes, des symboles wolof, arabes, peuls, entremêlés. Au fond, une salle, circulaire, voûtée. Des livres, des parchemins, des fioles, une table ronde et au centre, une immense fresque murale. Il s'approche. La fresque est un récit ancien. Il y voit une femme, belle, immobile, autour d'elle des hommes en prière, puis des flammes. Et au-dessus, un mot gravé en lettres rouges. Des jambards. Marem, ce n'était pas son nom, c'était son titre. Elle avait été élue autrefois pour garder le savoir d'un peuple. Une mémoire incarnée, une archive vivante. Mais les puissants de l'époque ont voulu l'effacer. Trop belle, trop libre, trop dangereuse. Alors, ils l'ont condamnée à vivre sans fin, mais sans voix. Elle ne pouvait renaître qu'à travers le regard d'un héritier du pacte. Et cet héritier, c'est lui. Soudain, une voix s'élève derrière lui. « Tu sais maintenant pourquoi ils t'ont fait oublier? Pourquoi tu n'as jamais connu ton vrai père ?» Ousmane se retourne. Marem est là. Mais son visage n'est plus doux. Il est ferme, froid, intense. Ils ont essayé de m'éteindre, mais tu m'as rallumé. Qu'est-ce que tu veux de moi? Elle s'approche, pose sa main sur la fresque. Des éclats de lumière jaillissent des murs. Je veux que tu me fasses exister, que tu me racontes au monde, et que tu ouvres la mémoire, que tu fasses entendre les silences qu'ils ont enterrés. Ousmane recule. Mais qui sont ils? Marem baisse les yeux, puis murmure. Ils sont partout, dans les ministères, les mosquées, les entreprises, même dans ta famille. Ils se font appeler les gardiens du silence. Elle se tourne vers lui. Et maintenant qu'ils savent que je suis revenu, ils vont te chasser. Un bruit au-dessus. Des pas, lourds, pressés. Ils sont là, dit-elle. Elle s'approche, lui prend la main, une chaleur incroyable l'envahit, une force, comme s'il venait d'absorber un morceau du soleil. Cours, sors. Mais surtout, n'oublie rien. Elle tend un vieux carnet relié en cuir, gravé du même symbole que la clé. Dedans, toutes les vérités. Ce que tu feras avec déterminera si ce peuple se souvient ou oublie encore pendant 100 ans. Ousmane s'échappe par un passage secret dissimulé sous la fresque. Il court dans un tunnel et, guidé par l'odeur du sable et la lumière au loin. Derrière lui, des voix crient. Des hommes hurlent. « Arrêtez-le !» Il débouche à l'air libre, derrière une plage isolée, sous la lune. Essoufflé. Seul, le carnet. Mais désormais, il sait. Mercredi 04/02. Ousmane est caché dans un vieux cabanon en tôle au bord de la plage de Yoff. Le vent souffle fort. Les vagues hurlent comme pour couvrir les pensées qui grondent dans sa tête. Le carnet est posé sur ses genoux. Il n'a pas encore osé l'ouvrir. Trop peur de ce qu'il pourrait y trouver. Trop peur de ne plus pouvoir faire marche arrière. 4h27, il l'ouvre. Première page. Une date, écrite à la main. 14 août 1960. Tout commence à la veille de l'indépendance. Le carnet est divisé en 3 sections. 1. Les origines. Sur les véritables fondateurs du pays, ceux qu'on ne cite jamais dans les livres d'histoire. 2. Le pacte du silence, les accords secrets entre marabouts, colons, politiciens et entreprises pour faire taire certaines vérités. L'éveil, une prophétie.
Un enfant d'un homme sans visage réveillera celle qui ne meurt jamais. Ousmane lit toute la nuit. Il découvre des noms, des lieux, des enregistrements d'aveux, des croquis de rites, des visages familiers. Et au milieu de tout ça, une photo. Une photo de sa mère, encore adolescente, à genoux devant un cercle d'hommes masqués et un bébé dans ses bras. Lui! Ousmane marche dans les rues de Dakar, incognito, casquette, lunettes, mais chaque regard croisé le fait douter. Qui est complice? Qui est innocent? Il sent que son nom a dû être diffusé quelque part. Il a un but, trouver quelqu'un en qui il peut encore croire. Il pense à Fatou, une amie d'enfance, journaliste indépendante, rebelle, fouineuse, intelligente. Elle travaille à la cité Keur Gorgui, dans un petit média en ligne spécialisé dans les affaires étouffées. 11h37, cité Keur Gorgui. Fatou l'accueille avec des yeux agrandis par la stupeur. « Ousmane, mais t'es vivant, il y a des vidéos qui circulent disant que t'es mort, qu'on t'a trouvé noyé à la corniche. » Je suis là. Mais j'ai pas beaucoup de temps. Je dois te montrer un truc, et je dois que tu m'aides à tout publier. Même si ça te met en danger. Il lui tend le carnet. Fatou commence à lire. Son visage change, de l'incrédulité à l'effroi, à la colère. Ils ont effacé tout ça, tout un pan de notre mémoire. Et ils sont prêts à tuer pour que ça reste ainsi. Elle relève les yeux. Alors on va le dire au monde, mais pas n'importe comment. 15h09. Dans les bureaux de la rédaction, Fatou appelle ses collègues de confiance, 2 monteurs vidéo, un expert en cryptographie et une hackeuse nommée Mina, spécialiste des réseaux sombres. Plan d'action, créer un site miroir impossible à censurer, publier les documents, les photos, les extraits du carnet sous forme de mini-séries documentaires, lancer une campagne anonyme sur les réseaux sociaux avec un hashtag « Stashed, elle revient ». Mais surtout, Fatou insiste sur un détail. Il faut garder le visage de Marem flou. La légende doit vivre. Pas être volée. 19h22, la vidéo pilote est prête. Une voix off lit un extrait du carnet. Ils ont promis le silence. Elle a juré le retour. Maintenant, elle revient. Elle n'a plus besoin de parler. Elle n'a qu'à sourire. Images d'archives, sons de radio déformés, extraits de prêche anciens. La vidéo est hypnotique, envoûtante, incontrôlable. Publication. En moins de 15 minutes, le site est saturé. Des partages partout, des gens reconnaissent des lieux, des visages. Certains crient à la manipulation, d'autres à la révélation. Un message anonyme apparaît sur Twitter. Elle est restée 64 ans dans l'ombre. Elle revient pour tout brûler. Et elle a un visage. Fatou reçoit un appel crypté. Un homme. Voix profonde. Vous avez libéré quelque chose que vous ne comprenez pas. Le garçon ne survivra pas à la fin de cette semaine. Il a vu trop de choses, il croit écrire l'histoire, il est juste une virgule. Préparez son enterrement. Elle raccroche, tremble, mais ne cède pas. Elle regarde Ousmane. Maintenant tu as 2 choix, fuir ou finir ce qu'on a commencé. Ousmane serre le carnet contre lui. Je ne suis plus un livreur, je suis le livre lui-même. Dans la nuit, dans un bâtiment inconnu. Les gardiens du silence se réunissent. Autour de la table, un imam respecté, un politicien influent, une ancienne professeure d'histoire, un chef de clan religieux, tout masqué. Un d'eux dit « Il a réveillé l'oubli. Il est temps d'envoyer les teinteuses. » Tous hochent la tête. Un nom est murmuré « Aïda Larousse. » Jeudi 06h17. La ville s'éveille doucement, mais dans les entrailles de Dakar, quelque chose d'ancien a déjà ouvert les yeux. Un train de banlieue s'arrête à Han. Parmi les passagers qui descendent, une femme grande en boubou noir et foulard rouge sang. Peau claire, tatouage discret sur les poignets, démarche droite comme un couperet. C'est Aïda Larousse. Née à Saint-Louis, formée en Égypte, rodée dans les secrets, connue uniquement par ceux qui tremblent. Elle ne parle pas, elle exécute. Sa mission, retrouver Ousmane Sow avant la tombée de la nuit et l'effacer. Cité Keur Gorgui. Fatou s'active avec son équipe. Les vidéos se multiplient. Les réactions sont explosives. Une partie de la jeunesse sénégalaise commence à se poser des questions. Certains manifestent devant le monument de la Renaissance. On crie « Rendez-nous notre mémoire. Marem vivra à travers nous. » Mais dans les bureaux du média, une tension flotte. Quelqu'un a piraté le système. Un message s'affiche sur tous les écrans. Le silence est une bénédiction. Coupez tout ou elle vient pour vous. Fatou souffle. Elle est là.
9h12, rue 9, Wakam. Ousmane s'est réfugié dans un vieil appartement que lui a prêté un ancien ami talibé. Il écrit frénétiquement dans un cahier, recopie les passages du carnet par précaution. Il sait qu'il le cherche, il le sent, mais il ne peut pas s'arrêter. Chaque phrase qu'il copie le rapproche de la vérité ultime. Qui était vraiment Marem? Il lit un passage codé. À force d'observer, il comprend ce n'est pas seulement un texte. C'est une carte mystique. Il marque un X sur un lieu, le puits aux 3 prières, forêt de Mbao. Il appelle Fatou. Je dois bouger. Il y a un dernier endroit que je dois voir. T'es sûr que c'est pas un piège? Si c'en est un, je préfère le traverser plutôt que de vivre dans l'oubli. La chasse commence. Aïda entre dans les bureaux de Fatou, calme, souriant à peine. Je viens pour le garçon, remettez-le-moi et personne ne sera blessé. Fatou la fixe. Il n'est pas ici. Aïda tend la main, la montre. Son doigt est rouge de henné, ancien symbole des éteinteuses, ces femmes envoyées par les grandes familles pour corriger les déséquilibres. Il a réveillé une voix qui ne devait plus parler. Il doit s'éteindre avec elle. Un membre de l'équipe tente de la filmer. Elle lève juste les yeux. Le téléphone explose dans ses mains, sans contact, juste par son regard. Dites-lui qu'il ne lui reste qu'un coucher de soleil. Après, c'est nous qui écrivons la fin. 15h07, forêt de Mbao. Ousmane descend d'un taxi clando. Il marche seul, le carnet à la main, jusqu'à un puits ancien, caché dans la végétation. Personne n'y vient plus. Les anciens disent que l'eau y chuchote des vérités interdites. Il s'agenouille, lit à haute voix une incantation du carnet. L'eau du puits devient noire, puis limpide, puis réfléchit une scène qu'il n'a jamais vue. 3 hommes dans une pièce, un cercueil, un parchemin en feu, et Marem debout mais attaché. Un vieillard murmure « Tant qu'elle dort, nous gouvernons. Si elle parle, nous brûlons tous. » Le reflet s'efface. Ousmane comprend. Marem n'est pas morte. Elle a été scellée, enterrée dans une mémoire parallèle. Et le carnet est la clé pour la libérer complètement. Mais soudain, il sent un frisson. Il n'est plus seul. 16h10. Aïda est là, à quelques mètres. Elle avance lentement, sans arme visible. Ousmane la reconnaît. Son regard est vide, calme, mais chargé d'une énergie ancienne. Tu ne devais jamais naître, tu ne devais jamais savoir. Mais maintenant que tu as vu, elle sort une aiguille d'argent, très fine, très longue. Il faut te recoudre dans l'oubli. Ousmane ferme les yeux, mais alors que l'aiguille s'approche, une voix retentit, une voix de femme. Forte, claire, vivante, touche-le et tu cesseras d'être. Aïda se fige, frissonne, recule, elle regarde autour, rien. Mais Ousmane, lui, voit Marem, debout derrière Aïda, pas comme un fantôme, comme une présence réelle. Sa peau est lumière, ses yeux sont mémoire. Tu m'as réveillé, je suis à toi, mais ce monde ne te mérite pas encore. Fuis et écris. Elle tend la main, le carnet brille. Une page se détache, elle se transforme en une clé d'encre. Va au marché Sandaga, au fond du hangar 12, tu trouveras ce que même moi j'ai oublié. Ousmane prend la clé, court. Aïda, paralysée, tombe à genoux. Marem la fixe. Toi, l'éteinteuse, tu as été une mémoire toi aussi, tu l'as simplement oubliée. Et elle disparaît dans un souffle. 20h45. Ousmane entre dans le hangar 12, il insère la clé dans un vieux meuble métallique. Une pièce secrète s'ouvre, et dedans, des centaines de bobines audio, des témoignages, des voix de femmes, d'hommes, des vérités qu'on n'a jamais laissé parler. Vendredi 0007, hangar 12, marché Sandaga. La lumière du plafonnier clignote au-dessus de lui. L'air est lourd, chargé de poussière et d'un parfum discret, celui du papier ancien et de la bande magnétique. Ousmane reste debout devant les bobines audio comme un archéologue face à une tombe oubliée. Chacune est étiquetée à la main. Rokhaya, 1961, Diallo Moussa, 1983, Marem, session 3, voix tremblante. Il prend une première bobine, la fixe sur un vieux lecteur, soigneusement. Il appuie sur Play. Une voix s'élève. Vieille, tissée de larmes, mais ferme. Je m'appelais Rokhaya. J'ai vu Marem avant le voile. Elle m'a confié ce que personne n'a eu le droit d'entendre. Elle disait que la vérité, c'était pas ce qu'on découvre, c'est ce qu'on ose dire. Ousmane serre les dents. Il en écoute une autre. On m'a fait jurer de me taire. Mais on ne peut pas faire taire la douleur. Elle coule, elle s'imprime dans les enfants à naître. Elle revient, toujours. Puis une troisième, celle de Marem.
Si je meurs sans que tu entendes ma voix, alors mon sourire n'aura servi à rien. Le 06R Volley se lève sur Dakar. Ousmane sort du hangar avec un sac rempli de bobines, de notes, d'enregistrements. Il marche dans les rues encore endormi, le cœur brûlant. Il appelle Fatou. Prépare tout. Ce soir, on parle au monde. 08R 37. Siège du média indépendant. L'équipe est prête. Fatou, les monteurs, Mina, la hackeuse, même des volontaires anonymes qui ont rejoint la lutte via le hashtag Elle revient. Ils savent que ce qu'ils s'apprêtent à faire va provoquer une secousse nationale. Le plan est simple, un direct, ce soir à 21h, une diffusion simultanée sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X et même des groupes WhatsApp. Et surtout, un relais via des influenceurs de tout le pays contactés en secret. Nom du live, les voix enfouies, le testament de Marem. Aïda, la rousse, rouvre les yeux. Elle est couchée, seule, au sol, dans une chambre d'hôpital militaire, autour d'elle des silhouettes floues. Elle chuchote. Elle m'a regardé et j'ai entendu ma mère. Un médecin s'approche. Ne parlez pas. Reposez-vous. Elle le fixe. Ils doivent écouter maintenant, sinon ce pays va pourrir sur ses silences. Elle arrache sa perfusion, se lève, quitte l'hôpital en boitant. 14h44. Siège d'un parti politique influent. Réunion de crise, des téléphones vibrent dans tous les coins. Des conseillers hurlent. Un vieil homme au costume gris lève la main. Ils vont tout balancer ce soir. Les noms, les lieux, les preuves. On doit couper l'électricité, bloquer les réseaux, faire sauter la plateforme. Mais une femme ministre lui répond « Coupez tout si vous voulez. » Mais Marem est déjà dans les têtes. Elle n'est plus un fantôme. Elle est un virus de mémoire. Le monde est connecté. Les gens sont devant leurs écrans. Certains rien, d'autres doutent. Mais tous attendent. 20 direct commence. Image noire, puis la voix d'Ousmane « Je ne suis pas historien, je suis juste un témoin. J'ai vu ce que vous n'étiez pas censé voir. J'ai entendu ce qu'on a tenté d'enterrer et je suis revenu avec des voix. La vidéo montre les bobines, les visages, les cartes, les lieux secrets. Mais surtout, elle laisse parler les voix enfouies. Celles de femmes oubliées, de griots réduits au silence, de talibés témoins, de résistants effacés. Et puis, la voix de Marem, une dernière fois. Ce pays ne s'écrit pas dans les discours, il s'écrit dans les regards qu'on a refusé de croiser. Je n'étais pas une femme maudite, j'étais juste trop vivante. Le live est terminé, mais déjà les réactions affluent. Des millions de vues, des appels au rassemblement, des gens qui viennent déposer des fleurs devant la Villa 12. Des griots se remettent à chanter son nom, des jeunes organisent des lectures publiques du carnet. Le monde ne sera plus le même. 23h. Villa 12. Ousmane est seul dans la chambre de Marem. Il regarde le miroir. Il dit à voix haute « Tu as été silence, tu es devenu voix, maintenant deviens visage. » Le miroir tremble, et pour la première fois, le reflet de Marem apparaît complètement. Vivante, souriante, libre. Elle lui remercie. « Maintenant, c'est toi qu'ils vont écouter. » Samedi, 3h47. La villa est calme, trop calme. Ousmane ne dort pas. Depuis le live, il reçoit des centaines de messages. Certains le bénissent, d'autres le menacent. Mais ce qui l'obsède, c'est le silence de Marem. Depuis son apparition dans le miroir, rien, juste ce regard. Et ce sourire, insondable, presque triste. Il commence à se demander « Et si j'avais libéré quelque chose que je ne comprends pas ?» Fatou l'appelle. « Prépare-toi. Il y a un conseil de réconciliation nationale improvisé, officiel. Ils veulent que tu viennes parler, témoigner, en direct, aujourd'hui à 15h à la RTS. Et toi, t'y crois ? Pas une seconde. Mais c'est l'occasion. S'ils veulent laver leur nom, on va leur envoyer la boue qu'ils ont semée. 12h17. Studio de la RTS. Plateau installé en urgence. Caméra, micro, traducteur. Présence de religieux, politiques, historiens, juristes. Dans le public, des jeunes, des anciens combattants, des journalistes étrangers. L'événement est présenté comme un acte historique, pour qu'enfin la parole circulante reprenne sa place. Mais Ousmane sait, ce n'est pas un dialogue, c'est un piège déguisé. 15h, le direct commence. Le modérateur pose une première question, polie mais piégée. Ousmane Sow, vous n'êtes ni historien ni religieux. Pourquoi vous et pas un autre pour réveiller Marem ? Ousmane prend une grande respiration et répond « Parce que les autres ont eu peur, et moi j'ai eu faim,
pas de gloire, de sens. J'ai eu faim de mémoire. Il ouvre le carnet, il cite des noms, des lieux, des faits. Il fait résonner les voix, il balance des extraits sonores en direct. Les visages des notables sur le plateau se figent. Puis il ajoute « Vous dites vouloir réconcilier le pays ? Alors commencez par le regarder en face. Arrêtez de choisir les versions. Laissez les voix parler, même quand elles dérangent vos titres, vos mosquées, vos statues. Et si Marem est revenue, ce n'est pas pour caresser l'histoire. C'est pour la frapper comme elle frappe les tambours funéraires, pour qu'on écoute avant d'enterrer. » Dans la salle, un murmure grandit. Puis une femme âgée, voilée, se lève. Elle dit « Je m'appelle Soknana Diaye. J'ai 91 ans et j'ai vu Marem vivante en 1971. J'étais son ami. Ce garçon dit vrai. » Le public retient son souffle. Un vieil homme, ancien ministre, se lève à son tour. Je faisais partie des gardiens. J'ai voté pour qu'on enterre le savoir. J'ai peur, mais aujourd'hui, je veux demander pardon. Silence. Puis une autre femme, puis un autre. Et tout à coup, le conseil devient confession. 17h26, les réseaux explosent. Le hashtag « Le Conseil de la poussière » devient bien viral. Des témoignages affluent de partout. Des écoles commencent à organiser des lectures de mémoire. Des artistes peignent le visage de Marem sur les murs de Dakar. Des enfants récitent ses phrases comme des poèmes de résistance. Mais dans l'ombre, certains grincent. 23. Quartier secret, une réunion, des silhouettes masquées, pas de caméra. Quelqu'un frappe du poing sur la table. On a perdu le contrôle. La mémoire est sortie de sa cage, il faut refermer le couvercle. Un autre répond « Trop tard, on ne combat pas une femme qui ne parle pas, on combat un peuple qui commence à entendre. » Le chef murmure « Alors, faisons-le disparaître, ce garçon, ce carnet, cette histoire, tout, ce soir. » 22h45, Villa 12. Ousmane rentre chez lui, la foule l'a suivi jusque-là, on l'acclame, on chante. Il monte, se pose dans la chambre, se regarde dans le miroir. Marem apparaît, elle parle, enfin. Tu as porté ma voix, maintenant laisse-moi porter ton silence. Il fronce les sourcils. Que veux-tu dire? Elle s'approche du miroir, pose sa main contre la sienne. Ils ne t'effaceront pas, parce que je vais les faire oublier. Le miroir se fissure, puis s'ouvre à nouveau. Viens. Il est temps de terminer ce que ton grand-père a commencé. Ousmane entre. Ousmane franchit à nouveau le miroir, mais cette fois il ne descend pas dans les ténèbres. Il monte. L'escalier de pierre s'élève vers un dôme invisible, éclairé par une lumière qui n'a ni source ni ombre. Derrière lui, la ville gronde, les gens crient son nom, les réseaux diffusent en boucle ses discours, les puissants envoient des agents dans toutes les directions. Mais ici, le temps s'est suspendu. Au sommet, une salle, circulaire, noire et or. Au centre, une dalle en pierre. Autour, 8 statues représentant des femmes. Chaque visage est différent, chaque regard éternel. Marem est là, vêtue d'un boubou blanc comme un nuage sur un ciel de plomb. C'est ici que tout a commencé, c'est ici que tout doit finir. Ousmane s'approche. Que dois-je faire? Elle désigne la dalle. Dessus, un petit objet en bronze, une capsule. Ceci est un chant, celui que les griots ont interdit de chanter, celui que les gardiens ont enfermé pour que la mémoire se perde. Elle pose une main sur l'épaule d'Ousmane. Tu as réveillé les voix, tu as ravivé le feu. Mais ce chant est une décision. Si tu le déclenches, il ne restera aucune barrière. Le peuple se souviendra tout, même ce qu'il n'est peut-être pas prêt à entendre. Et si je ne le fais pas, tu redeviens un simple mortel. On t'oubliera. Tu continueras ta vie et moi, je redeviendrai un sourire dans les murs, jusqu'à ce qu'un autre naisse un jour pour recommencer. Ousmane hésite. Le poids est immense. Il pense à sa mère, à Fatou, à Malal, à toutes les voix, à tous les silences. Puis il dit, calmement, « Alors chante !» Il appuie sur la capsule. Dakar 0013. Une onde se propage dans l'air, invisible, mais palpable. Dans les rues, les murs tremblent, les lampadaires clignotent, les radios s'allument seuls, les anciens se figent, les enfants s'arrêtent de jouer, et partout le chant s'élève. Une voix, puis 2, puis 1000, puis tout un pays. Le chant parle d'elle, de Marem, de la mémoire trahie, du pacte. Des femmes brûlées, des hommes effacés, des noms raturés dans les manuels, mais ils ne pleurent pas, ils ne supplient pas, ils accusent et pardonnent. Le palais. Le président se lève de son lit, confus, titubant. Il entend son propre nom dans la chanson.
Une strophe cachée, une vérité qu'il croyait enterrée. Il appelle ses hommes. Coupez les réseaux. Impossible, monsieur. Le chant passe même par les téléphones éteints, même sur les radios étrangères, même sur les lèvres des gens dans la rue. R13. La présentatrice du journal retire son oreillette. Elle regarde la caméra, les yeux embués. Ils nous ont menti, pendant 60 ans, et ce soir, une femme s'envoie à tout raconter. Elle se lève et chante. Pendant ce temps, Ousmane, au sommet, pleure en silence. Marem s'approche. Tu as choisi, et maintenant moi aussi. Elle embrasse son front. Je n'ai plus besoin de revenir. Car je suis partout, et mon sourire est devenu parole. Elle marche vers la lumière. Son corps se dissout dans une pluie de pétales blancs. Le miroir explose. Lundi matin. Le monde s'est réveillé, différent. Les écoles enseignent un nouveau chapitre. Des archives secrètes sont ouvertes. Des statues tombent, d'autres se dressent, avec gravé en lettres d'or, à celles qui ont souri quand on leur a interdit de parler. Et sur les murs de Dakar, un graffiti géant apparaît dans la nuit. Elle n'est pas morte, elle a juste changé de forme, et elle nous regarde encore. Épilogue, 3 ans plus tard. Une fillette entre dans une maison abandonnée à Saint-Louis. Elle trouve un miroir brisé. Elle y voit son reflet. Et un sourire, juste derrière. Elle dit à sa grand-mère, « Maman, il y avait une dame dans le miroir, elle m'a dit qu'elle m'attendait. » Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout, continuez l'aventure avec nous.